nous sommes amenés aujourd'hui à aborder des problématiques qui sont des problématiques communes. Il ne faut jamais croire qu'il y a une partie qui va s'en sortir et l'autre pas. J'ai voulu d'abord rendre compte d'une situation qui a été invisibilisée par l'État et la société, qui est le sort de 250 gamins français qui sont détenus dans des camps dans le nord, je dirais, du Kurdistan. Et là, j'ai saisi le langage de la littérature, c'est-à-dire cette rhétorique du sensible, pour alerter et en même temps essayer d'écrire avant tout un roman, en me mettant à la place d'un gamin de 8 ans qui nous raconterait, je dirais, à la fois le départ de sa ville de Sarcelles. Fabien est un amoureux de la poésie et ses parents décident de l'emmener en Syrie dans un contexte de guerre pour rejoindre Daesh le jour où il devait lire sa poésie. Et donc il va nous raconter pendant 3 ans à la fois l'horreur de ce qu'il voit et en même temps l'abandon qu'il ressent lorsqu'il, je dirais, Daesh a été défait et que des femmes et ses enfants se retrouvent dans ces camps, des camps où il y a une véritable déshumanisation. Nous sommes, je dirais, dans une période où on a globalement un délabrement de nos sociétés et beaucoup de gens renoncent aussi à leurs valeurs. C'est-à-dire que la société française renonce à des aspects de sa liberté, à des espaces de valeurs qui l'ont constitué. Et donc la société civile, les écrivains, les artistes, les intellectuels et autres doivent absolument pouvoir se saisir des questions, je dirais, de ce tragique qui nous traverse pour justement, je dirais, le traverser. Et c'est important, je dirais, de traverser le tragique. Là, Fabien traverse le tragique de la violence, de la guerre, de cette déshumanisation, à travers la poésie, parce que c'est très important de se dire, une fois que nous avons ce tragique-là, comment on fait pour résister et surtout continuer à créer et continuer à espérer dans une société. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons absolument besoin. Et en tout cas, pour moi, l'espace de la littérature, l'espace artistique sont des lieux qui vont venir bouleverser l'imaginaire, l'émotion du lecteur pour lui donner à voir une réalité autrement que celle qu'on lui assène à travers l'actualité. Je me suis toujours battu pour et que Voyage au bout de l'enfance est une contribution à la fois poétique et politique. Donc c'est ma contribution là-dedans. Moi ce que je pense c'est que nous avons quand même depuis 2019, nous avons beaucoup d'enfants qui sont entrés. Qu'est-ce que nous disent les éducateurs et ceux qui en prennent soin? Ils nous disent que tout se passe bien. Et à partir de là, je n'ai pas compris pourquoi un certain nombre, je dirais, de pays ramenaient leurs ressortissants et que la France continue à être dans le déni et ne voulait absolument pas du tout rapatrier ses enfants. Aujourd'hui, effectivement, lorsque les femmes entrent, elles sont jugées, elles vont être en prison, elles vont prendre des peines assez lourdes. Les enfants sont confiés dans des familles d'accueil. Ce qui est quand même assez difficile, c'est que la famille, les grands-parents, les tantes, les oncles ne peuvent pas les voir avant 6 mois. Donc on voit bien que ce processus de déshumanisation continue alors que ces mêmes grands-parents, oncles, tantes et frères étaient en contact avec ces gamins, je dirais, pendant qu'ils étaient dans les camps à travers, je dirais, messagerie WhatsApp et autres. Donc je trouve ça dommage que le seul récit que l'on entende dans la société française, ce soit simplement le récit de l'insécurité, soit le récit du ressentiment, comme si finalement entre ces deux récits, il n'y avait pas d'autres récits qui sont des récits d'abord d'émancipation et qui ouvrent des perspectives d'action. Parce que nous avons absolument besoin de ces perspectives, parce que qu'est-ce que c'est que l'être humain? L'être humain, c'est avant tout un être narratif. Et nous adhérons à des histoires. Et nous devenons ces histoires-là. C'est un phénomène qui est très complexe parce que vous avez autant d'individus que de parcours. Il n'y a pas, je dirais, une sociologie type des personnes qui ont rejoint Daesh. Moi, lorsque j'ai fait ce travail-là, pendant 1 an et demi dans les prisons, j'ai essayé de travailler sur l'histoire que raconte Daesh. Pourquoi des gens venant du milieu rural, du milieu, je dirais, urbain, décident finalement
je dirais, de partir en Syrie et en Irak rejoindre Daesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont adhéré à une histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire d'abord qui est à la fois, je dirais, un récit qui est à la fois théologique et politique. Lorsque j'ai étudié le récit de Daesh, vous aviez quand même une promesse qui est quand même assez folle, qui repose sur 4 rêves. Il y a le rêve de l'unité du monde musulman, qui revient sur tout le partage lié à la colonisation, lié, je dirais, à la fin de l'empire musulman par Atatürk. Donc il y a cette envie de revenir à quelque chose qui serait de l'ordre de l'unité, une espèce de souveraineté de Dieu, où les gens seraient frères et sœurs. Vous voyez, il y a une espèce d'utopie autour de la question de l'unité. Il y a, je dirais, le rêve de la dignité. Ça, c'est tout ce qui concerne les questions, je dirais, de l'humiliation. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une société qui est de plus en plus humiliante? Vous voyez, donc, et les humiliations préparent toujours les violences de demain. Le troisième rêve, c'est le rêve de la pureté. C'est-à-dire que dans un monde qui est globalisé, certains cherchent à mettre de plus en plus de frontières. Et cette recherche de pureté qui traverse un certain nombre d'idéologies du XXe siècle fait qu'on peut passer de la pureté à la purification. Ça c'est quelque chose, et on l'a vu avec cette idée du nazisme. Donc les discours sur la pureté sont toujours des discours qui sont dangereux, parce qu'il n'y a aucune culture qui n'est pure, aucun être humain n'est pur. Vous voyez, on est des êtres hybrides, nos cultures, elles le sont aussi. Et puis il y a le quatrième rêve qui est la quête du sens. C'est ce qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur mort, vont chercher à donner un sens à leur vie. Et donc ils viennent nous questionner sur la promesse républicaine, la promesse d'une société. Qu'est-ce que nous nous promettons les uns les autres? Face à un monde qui se défait, face à des secteurs qui étaient les biens communs d'une société comme l'éducation et la santé qui se privatisent, qu'est-ce qui reste de commun entre les êtres humains, même dans une société? Et que globalement, nous sommes, je dirais même avec l'intelligence artificielle, nous sommes amenés aujourd'hui à aborder des problématiques qui sont des problématiques communes. Il ne faut jamais croire qu'il y a une partie qui va s'en sortir et l'autre pas. Je veux dire, soit on va assister à une espèce d'effondrement, soit on va assister à un nouvel espace, je dirais, de solidarité et de contribution.